Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Nouvelle session parlementaire à Strasbourg, nouvelle occasion de parler d'actualité. Monsieur Juncker a été élu à la tête de la Commission européenne. Votre impression sur le sujet? Eh bien, c'était parfaitement convenu d'avance. Les députés PPE, c'est-à-dire le groupe prétendu démocrate chrétien, que je soupçonne d'être démocrate, mais chrétien, je n'ai jamais tellement vérifié, mais enfin, dont font partie les députés UMP, a voté comme un seul homme pour M. Schulz à la présidence du Parlement européen. M. Schulz étant le chef des socialistes allemands dans cette enceinte. Et pareillement, les socialistes ont voté avec les députés français UMP et le groupe PPE pour l'élection de M. Juncker, ce qui prouve bien qu'ils sont absolument à quelques infimes nuances près sur la même ligne politique, qu'ils se partagent les postes, qu'ils se partagent les prébendes, qu'ils se partagent le pouvoir. Alors j'entends bien qu'un de mes collègues dans ce Parlement européen, un adversaire, a dit « oui, mais vous comprenez, la démocratie, c'est l'art du compromis ». Non, la démocratie, c'est d'abord l'art des choix clairs. Et si, après tout, les socialistes et l'UMP veulent pratiquer grosso modo la même politique, puisque M. Juncker a été élu après avoir présenté un programme politique, eh bien, à la limite, c'est légitime, cette grande coalition, à condition qu'elle soit présentée comme telle aux électeurs, à condition qu'on dise aux électeurs, en réalité, nous sommes amis au Parlement européen. Mais quand on fait croire aux électeurs, un mois tous les 5 ans, qu'on est en situation de rivalité, qu'on est opposé surtout quand M. Peillon va dire le problème de ce Parlement européen, c'est qu'il y a une majorité de droite et que cette majorité de droite, elle vote pour les amis de M. Peillon, ça s'appelle se foutre du monde. C'est une escroquerie et elle doit être dénoncée comme telle. Ceci dit, un certain nombre de sujets sont parfaitement clivants. Le traité transatlantique, est-ce qu'il en a été question lors de cette session? Il en est question lors de cette session. M. Juncker a annoncé qu'il était pour, bien sûr. Je crois qu'il y a une résistance quand même de la part d'une très forte minorité sur divers bancs de l'Assemblée. Parce que d'abord, ce traité dit de partenariat transatlantique, qui est en fait un traité de libre-échange qui achèverait de ruiner une partie de nos industries, de notre agriculture, et qui mettrait en cause nos marques, nos indications d'origine, puisque celles-ci n'ont aucune valeur aux États-Unis, qui priverait nos juridictions de la possibilité de décider s'il y a un contentieux sur notre territoire. Ce traité, il est négocié dans des conditions du plus grand secret. Et ce secret commence quand même à irriter un certain nombre de mes collègues, y compris dans des sensibilités politiques qui ne nous sont pas favorables. Alors nous allons voir si l'influence de Big Brother va être telle que tout ce traité va passer comme une lettre à la poste, ou si quand même il va y avoir une prise de conscience. Je ne désespère pas de cette prise de conscience. Je pense en particulier, ce qui n'a pas été évoqué au cours des débats, et je le regrette, que la question écrite que je viens de poser à la Commission européenne, à M. Juncker, nouvellement élu, et au Conseil, question écrite dont je suivrai avec beaucoup d'attention la réponse, sur le véritable hold-up que les États-Unis d'Amérique viennent de pratiquer sur la Banque de Paris et des Pays-Bas, augure très mal de ce traité. Et que ce hold-up, je vous le rappelle, de 6,5 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de 1200 lycées, de 300 hôpitaux, de 325 000 voitures neuves de 20 000 euros qu'on pourrait offrir à des ménages français défavorisés, d'autant de prêts sans intérêt qu'on pourrait consentir, c'est-à-dire une somme absolument colossale. Eh bien, ce hold-up devrait faire réfléchir, je crois, nos compatriotes et devrait réfléchir les membres de cette Assemblée. Alors, en revanche, sous les feux de l'actualité, eh bien, nouvelles attaques à Gaza, où l'État d'Israël s'est lancé dans une nouvelle offensive. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas, j'allais dire, une concordance, en tout cas des vœux d'appel à la paix et à ce que la situation se rétablisse dans ces territoires? J'entends bien que le Hamas a balancé quantité de roquettes sur Israël, et d'ailleurs on peut s'interroger sur l'utilité de ces attaques.
qui apparemment font très peu de dommages. On déplore quand même aujourd'hui un mort, mais c'est le premier. Du côté israélien. Du côté israélien, c'est le premier depuis longtemps. Je vous prie de croire que je déplore ce mort comme je déplore les 100 ou 200 morts du côté palestinien. Donc il faudrait effectivement arrêter un cessez-le-feu. Mais le cessez-le-feu, ça n'est pas suffisant. C'est évident, il faut discuter. Alors j'ai un certain nombre d'amis juifs qui me disent « Oui, mais on ne peut pas discuter avec le Hamas parce que le Hamas ne nous reconnaît pas. » Mais je leur dis « Mais si vous mettez le terme, l'aboutissement de la négociation à son point de départ, vous n'entamerez jamais la négociation. Vous n'avez pas voulu discuter avec le Fatah et avec Yasser Arafat, vous avez eu le Hamas. Vous ne voulez pas discuter avec le Hamas, vous aurez les djihadistes, c'est évidemment, et les salafistes, et vous aurez bien pire que le Hamas. Il faut dire les choses comme elles sont. Gaza est un gigantesque camp de concentration sur une surface quasi désertique et un territoire extraordinairement exigu. Vivent 1,5 million de personnes qui sont privées de contact, que ce soit maritime ou terrestre, avec le reste du monde. C'est une situation qui ne peut pas durer. Je voudrais que les autorités israéliennes en prennent conscience et entament enfin un véritable processus de paix. Mais en tout état de cause, ce n'est pas la compétence de l'Europe et du Parlement européen. Et ce qui est très grave, c'est que ce conflit, il tente à s'exporter en France. Il tente à s'exporter en France, on l'a vu récemment, mais parce qu'on a fait une politique d'immigration massive, parce que la société française s'est communautarisée, et par conséquent, quand il y a plusieurs communautés différentes et qu'il se passe quelque chose au loin qui les concerne plus directement, eh bien, elles sont tentées évidemment de manifester leur opinion, leur soutien sur notre territoire et de s'y affronter, ce qui est une conséquence désastreuse des politiques qui ont été suivies jusqu'à une date récente et qui montre bien que les responsables politiques français sont coupables d'atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, qui, je vous le rappelle, est un crime extrêmement grave. En revanche, on n'a pas beaucoup peut-être entendu le Front National sur l'attaque d'une synagogue notamment. On sait qu'il y a eu un tweet d'un élu Europe Écologie Les Verts en prétendant que les synagogues étaient devenues les ambassades israéliennes en France. Est-ce que sur l'attaque de cette synagogue, on peut avoir une réaction de votre part ? Non, mais je considère que les synagogues doivent être protégées, c'est évident, comme tous les lieux de culte. Je n'approuve pas plus les attaques contre les synagogues que les attaques contre les mosquées et les attaques qui sont de très loin les plus nombreuses d'ailleurs contre les lieux de culte chrétiens, en particulier catholiques, contre les églises catholiques, dont on ne parle absolument jamais. Là, je ne veux pas me prononcer sur l'incident, je n'ai pas les éléments. Il semblerait qu'il y ait eu des manifestants pro-palestiniens, que la Ligue de défense juive ait tenté de perturber leurs manifestations, que ces contre-manifestants se soient réfugiés dans une synagogue, qu'ils y aient été poursuivis. Ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème en tant qu'homme politique français, c'est de dire qu'on importe sur le territoire national, encore une fois, des conflits qui sont extérieurs à notre pays et qui, bien sûr, ne devraient pas, quelles que soient les sympathies des uns et des autres, avoir des conséquences sur l'ordre public français. Et que les responsables de cette situation, ce sont les hommes politiques français, coupables, encore une fois, d'atteinte à la sûreté extérieure et intérieure de l'État, soit par complicité, soit par laxisme, mais ce qui, dans un cas comme dans l'autre, engage leurs responsabilités et devrait engager leurs responsabilités, y compris pénales d'ailleurs. Dans un autre domaine, Bruno Gollnisch, est-ce que vous avez commémoré le 14 juillet ? Eh bien non, puisque le Parlement européen ne tient aucun compte des fêtes nationales des États membres. Il est vrai que compte tenu du nombre d'États membres, il serait plus souvent en vacances qu'il ne l'est, mais je trouve ça quand même un petit peu choquant, si vous voulez, qu'on ne tienne pas compte au moins de la fête nationale d'un État membre dont on est l'hôte, puisque ces sessions plénières ont lieu à Strasbourg. Eh bien, j'étais à mon poste de parlementaire et par conséquent, je n'ai pas commémoré le 14 juillet. J'ai vu le défilé, en revanche, le matin, avant de prendre l'avion, j'ai vu le défilé. C'est toujours
c'est toujours beau de voir défiler les écoles militaires, les différents corps de troupes de la marine, de l'armée de l'air, etc., la Légion étrangère, la garde républicaine à cheval, mais ça ne doit pas faire illusion sur l'état de pénurie dramatique de nos armées. Des armées que l'on engage de plus en plus sur tous les fronts, et notamment dans des opérations extérieures. Alors là, on nous dit, n'est-ce pas, que l'opération actuelle en Centrafrique et au Mali est terminée. Elle est terminée, mais elle fait place à une autre. Autrement dit, on change le nom, et changer le nom, c'est en réalité pour masquer ce qu'il faut bien appeler un enlisement. Un enlisement. Et pourquoi est-on contraint de se maintenir en Afrique subsaharienne, eh bien, saharienne et subsaharienne, eh bien, précisément à cause d'une déstabilisation qui a ses racines dans un islamisme conquérant, lequel a bénéficié de notre appui lors de la désastreuse affaire libyenne. Autrement dit, tout cela, c'est quand même la conséquence de la politique étrangère menée par M. Sarkozy sur les instances de M. Bernard-Henri Lévy. Ou malgré tout, peut-être de la présence française. Est-ce que le colonialisme n'emmène pas aujourd'hui la France à un certain degré de responsabilité dans les conflits de ces pays-là? Je crois que la France n'a aucune responsabilité dans ces conflits, mais il est assez naturel que, compte tenu de ses liens historiques, elle conserve une influence dans ces pays-là, surtout s'ils font appel à elle. Je constate que dans ce domaine, l'Europe n'est absolument d'aucun secours et l'OTAN non plus, ou pratiquement pas. Par conséquent, il faut apprendre ce que nous révèle la sagesse des nations, ne compter que sur nous-mêmes. Voilà ce que je crois très profondément. Alors quand le Front National compte sur lui-même, eh bien, on peut assister à des condamnations comme celle qui a été prononcée hier à l'encontre d'Anne-Sophie Leclerc, qui avait été candidate, ou en tout cas le désinvesti par la suite, donc qui ne s'était pas présentée aux élections municipales de 2014. Anne-Sophie Leclerc, qui est coupable d'avoir passé sur Facebook une caricature, Saint-Jean, je crois que le terme est bon, Christiane Taubira, a été condamnée à 9 mois de prison et ferme, et 50 000 € d'amende. Le Front National, lui, a été condamné à 30 000 € de dommages et intérêts. Est-ce que là-dessus, vous estimez cette sentence méritée? Alors, c'est absolument mirobolant. Et là, je parle comme ancien avocat, comme ancien enseignant des facultés de droit, comme docteur en droit lauréat de l'Université de Paris et comme législateur depuis plus d'un quart de siècle. Je dois dire que je suis révolté par ce jugement. D'abord, première chose, de quoi s'agit-il, n'est-ce pas? Il s'agit d'une caricature en quelque sorte de mauvais goût, certes. La juxtaposition de la photo de Madame Taubira avec celle, je crois, d'un chimpanzé ou quelque chose comme ça. C'est de très mauvais goût, indiscutablement. Est-ce que ça mérite une condamnation à 9 mois de prison ferme que l'on n'applique pas à des voyous multirécidivistes coupables de violences extrêmement graves? Évidemment, non. Et les magistrats partisans qui ont pris une telle décision, notamment le président Rémy, je crois, de ce tribunal de Cayenne, ont violé évidemment non seulement le droit, mais les principes élémentaires du bon sens. Et ce monsieur Rémy est membre du syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature est un syndicat partisan. Et on ne peut avoir confiance, par conséquent, dans cette justice. Je vous rappelle quand même que sa présidente, Madame Marthe, a couvert ce qu'on appelle le mur des cons. C'était le terme que avaient donné ces dignes magistrats, dans lequel on vilipendait un certain nombre de personnalités publiques et privées, y compris des victimes, y compris des pères de victimes, comme le général Schmitt, dont la jeune fille a été abominablement violée et assassinée. C'est pas le général Schmitt, coupable d'avoir demandé justice pour sa fille, figurait dans ce que ce syndicat appelait le mur des cons. Bon, que la présidente, Madame Marthe, de ce syndicat de la magistrature, qui s'était déjà distinguée par un jugement absolument anormal et partial contre Jean-Marie Le Pen dans la scandaleuse affaire
de Mantes-la-Jolie est inculpé aujourd'hui et fait l'objet d'une plainte pour injure de la part du Front National. Par conséquent, tous les ingrédients, en quelque sorte, qui auraient dû conduire à la récusation de M. Rémy étaient réunis. De surcroît, l'affaire est jugée en Guyane. Oui. À Guyane. Tous les principes de droit que l'on apprend aux étudiants de première année, c'est-à-dire les règles dites de compétence territoriale des tribunaux, c'est qu'une affaire doit être jugée au tribunal du domicile de l'accusé ou du prévenu. Pourquoi? Précisément pour lui permettre de se défendre. C'est le fameux adage qui nous revient du droit romain, actor sequitur forum rei. Celui qui attaque doit se rendre au tribunal de l'accusé. En l'occurrence, on a excipé du fait que France 2 avait rendu compte de cette caricature, donc que c'était visible partout, et pour intimer à Cayenne. Madame Leclerc, qui est la malheureuse, qui avait non pas créé d'ailleurs sur son site, mais reçu sur Facebook, et qui a eu tort sans doute de l'y laisser, là, ce que j'appelle la caricature malheureuse de Madame Taubira, n'avait pas les moyens financiers d'aller se défendre à Cayenne. Le Front National n'a pas pu trouver, compte tenu peut-être du climat d'intimidation qui règne dans cette portion du territoire français, d'avocats à Cayenne pour plaider contre l'association indépendantiste dont Madame Taubira a été la fondatrice, et qui avait intimé et le Front National et Madame Leclerc. Il s'agit par conséquent d'un monument d'iniquité. De surcroît, on a condamné le Front National à une amende, mais il n'y a pas de responsabilité collective dans notre droit. Comment peut-on dire que M. Rémy, le président de ce tribunal, n'est pas responsable, par exemple, de ce que fait le syndicat de la magistrature, et dire que le Front National est responsable de ce que fait Mme Leclerc? Le Front National était prêt à donner son investiture, avait donné son investiture à Mme Leclerc dans la ville de Rethel. Quand il a su que Mme Leclerc avait fait ce choix de mauvais goût, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté, le Front National a retiré immédiatement son investiture et a même, décision peut-être exagérément sévère, exclu de ses rangs Madame Leclerc. Par conséquent, le Front National n'a aucune responsabilité dans cette affaire. Il s'agit par conséquent d'un jugement qui a été rendu outre les réquisitions du parquet, qui est un monument d'iniquité, d'absurdité, de violation de notre droit, et dont j'espère bien non seulement qu'il sera réformé en appel, mais qu'il pèsera lourd sur la carrière des magistrats qu'il a rendus. On vous sent assez acerbe. Je suis indigné. Je suis indigné. Je suis indigné parce qu'il n'y a rien de plus scandaleux que de voir que ceux dont la fonction est de rendre la justice se conduisent d'une façon aussi injuste. C'est ça qui personnellement m'indigne. Et cela m'indigne, encore une fois, en tant que parlementaire, depuis bientôt 30 ans, et notamment en tant que député européen depuis un quart de siècle, quand j'entends parler des droits de la défense, du respect des droits de l'homme, etc. Et de voir qu'on juge une personne à des milliers de kilomètres pour l'empêcher de présenter de facto sa défense, qu'on juge une organisation comme le Front National parfaitement respectable, qui n'a aucune responsabilité dans cette affaire, sans qu'elle puisse trouver sur place un avocat, je me dis qu'il y a une forme de totalitarisme là-dedans, et que ceci est rendu ce jugement est rendu par un tribunal présidé par un homme qui appartient à une organisation qui se targue de partialité, qui injurie, encore une fois, les plaignants. Je dis qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de France. Oui, c'est sûr. Bruno Gollnisch, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, malgré tout, et bon courage dans la poursuite de vos travaux. Malgré les erreurs d'estomac que me cause le président Rémy, comme je le crois à beaucoup de Français qui sont indignés quand ils constatent par ailleurs l'extraordinaire laxisme de la justice,
dans un certain nombre d'affaires, qui sont des affaires de trafic de drogue, qui sont des affaires d'atteinte aux biens, qui sont des affaires d'atteinte aux personnes, y compris avec violence, et qui me paraissent quand même autrement graves que le sacrilège commis à l'égard de Mme Taubira. Mais il est vrai que Mme Taubira, c'est l'égérie de la République. C'est pas Mme Taubira, sainte Christiane Taubira, est à la fois l'emblème de la République, je pense aussi celui du Grand Orient de France, et par conséquent, toute critique, toute dérision à son égard relève du blasphème. Alors que moi, je tiens à votre disposition, par exemple, un livre de caricature qui est un bestiaire des hommes politiques, où chaque homme politique est présenté sous la forme d'un animal, et pas toujours, après tout, d'une façon absolument flatteuse pour son caractère. Bonne fin d'après-midi, Bruno Gollnisch. Merci. Au revoir.